Quand on est en mer, on est dedans. C'est-à-dire qu'il y a le temps qu'il fait, les vagues qu'il y a. Je partage l'espace avec des poissons, des baleines, des oiseaux. Je suis dans ma planète et pas au-dessus, pas à côté. Salut et bienvenue sur Des rêves en action, le podcast des rêveurs de l'Atlas. Nous sommes Bateraf et nous partons à la rencontre de personnes qui nous inspirent. Aventuriers, navigateurs, entrepreneurs, artistes, tous ont su suivre leurs rêves pour être vecteurs d'un message qui leur est cher. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Isabelle Autissier. Son nom vous dit sûrement quelque chose et c'est bien normal. Isabelle est une femme d'exception qui inspire des hommes et des femmes de toute génération par ses exploits et engagements. Première femme à avoir réalisé en course le tour du monde en solitaire, Isabelle associe aujourd'hui son amour de la navigation avec de forts engagements. Dans cet épisode, Isabelle nous parle de rêve, d'imagination et de sensibilité, mais aussi d'action, de doute, de bonheur et de rencontres. En bref, Isabelle est pleine de vie et se bat chaque jour pour un monde meilleur, avec passion et grandeur. Isabelle, est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter, nous dire qui vous êtes ? Bonjour déjà, donc Isabelle Autissier, je suis née en 56 à Paris. J'ai découvert la voile petite fille en Bretagne. La mer m'intéressait bien, donc j'ai fait des études d'ingénieur agro à Lieu, à l'Agro-de-Rennes. Après quoi, j'ai travaillé une dizaine d'années pour la pêche, les professionnels de la pêche, puis pour Ifremer, puis en faisant de la formation maritime. À la suite de quoi, j'ai basculé dans la course au large, d'abord sur des petits bateaux, puis des moyens bateaux, puis des grands bateaux. J'ai fait 15 ans de course au large. Entre autres, ma spécialité, entre guillemets, c'était les tours du monde en solitaire. Donc, j'ai participé à 4 tours du monde en solitaire. À l'issue de ces 15 ans-là, j'ai décidé de changer mon fusil d'épaule et de repartir sur quelque chose d'un peu plus, on va dire, varié, mais qui est quand même beaucoup plus de l'ordre du culturel, on va dire. J'ai eu pendant plus de 10 ans une émission sur France Inter et des chroniques pendant une quinzaine d'années. Je me suis mis à l'écriture avec des récits et des romans, à la scène avec des spectacles. Et puis, parallèlement à ça, des engagements environnementaux et j'ai été pendant 11 ans la présidente du WWF France, dont je suis maintenant la présidente d'honneur. Donc je continue à faire des choses avec le WWF. Et puis là, un peu plus récemment, j'ai pris la présidence du Conseil consultatif des terres australes et antarctiques françaises. Et puis bon, tout un tas d'autres engagements à droite à gauche, voilà. Et aussi, depuis donc maintenant 20 ans, j'ai un voilier que j'appelle un peu rapidement de croisière polaire, en tout cas un bateau en alu d'un peu moins de 14 mètres, avec lequel je pars. Donc je suis partie d'abord dans le Grand Sud et maintenant dans le Grand Nord, si possible en joignant l'utile à l'agréable et en ayant à bord des gens qui sont pas forcément des marins, mais qui vont être des gens du milieu de la culture, des sportifs, des scientifiques, voilà, avec qui on va pouvoir développer des projets. Voilà. Ça fait quand même pas mal de choses. Est-ce qu'on pourrait repartir du début et que vous nous racontiez un peu comment tout ça est venu, du moins cette passion pour la voile, quand est-ce que ça a commencé et qu'est-ce que vous avez ressenti au début, pourquoi vous êtes lancé dedans ? Moi, je suis une petite fille d'un milieu bien bourgeois, et donc on va en vacances, et on va en vacances pendant 2 mois, même 2 mois et demi à l'époque, puisque les enfants rentrent à l'école très tard. Et on va toujours au même endroit, Lancieux, Côte d'Armor, donc qui est un endroit où on amène un petit dériveur, hein, c'est le truc de la famille. Mes parents aiment bien ça, donc voilà, donc il y a le petit dériveur, on fait naviguer la famille, les gamines, parce que j'ai 4 sœurs. Et donc moi je mets les fesses sur le bateau quand j'ai 6-7 ans, quoi. Bon voilà, avec papa maman, hein. Et moi je trouve ça génial, enfin je trouve ça vraiment d'abord le bateau lui-même, je trouve ça assez excitant. Je pense que pour un gamin c'est une belle activité. Le bateau c'est très tonique, il se passe tout le temps quelque chose, ça bouge, puis on va dans l'île d'en face, c'est la grande aventure et puis tout ça, voilà. Donc moi j'ai adoré ça.
Après, mes parents ont eu des bateaux un petit peu plus grands, avec des petits bateaux à cabine. Donc, on a commencé à aller en Angleterre, et puis après, avec un bateau un peu plus grand, aller en Écosse, en Espagne, et voilà. Et moi, j'ai trouvé ça génial. C'était vraiment mon univers, quoi. Et du coup, assez vite, très tôt, je me suis dit que je ferais un boulot au bord de la mer. Et donc, pour faire un boulot au bord de la mer, fallait faire les études qui vont bien. Et donc, j'ai farfouillé. J'avais pas très envie du côté labo. Donc, en cherchant, j'ai trouvé cette formation donc d'ingénieur agronome, mais spécialisé en halieutique. Et donc je me suis dit, bon, voilà. Donc, quand j'avais 14 ans, moi, c'était tout tracé. De toute façon, c'est ça que j'allais faire. Parallèlement, je continuais à faire du bateau en famille, mais voilà, quoi. C'est très difficile de dire pourquoi, quand on est môme, quelque chose vous plaît, hein. Il y a des gamins, c'est le judo, d'autres c'est l'aéronautique, d'autres c'est je sais pas quoi. Moi, j'ai un petit neveu, depuis qu'il avait 2 ans, c'était le train. C'est évidemment assez inexprimable, hein. À un moment donné, on a l'impression qu'on s'exprime dans une activité, que c'est votre truc, quoi. Donc moi, d'une manière ou d'une autre, c'était la mer, quoi, que ce soit d'un point de vue scientifique, d'un point de vue de navigation, plus tard, d'un point de vue plus d'écriture mais voilà, ça tourne autour de ça, quoi. Et donc vos proches aussi vous ont soutenu et poussé peut-être aussi dans cette voie? Non, mes proches m'ont pas spécialement poussée, je me suis poussée toute seule. Disons que j'ai eu 2 atouts formidables dans mon enfance. Le premier, c'est qu'on m'a toujours fait confiance. Et on m'a jamais dit monte pas là-dessus, tu vas tomber, fais pas ça, tu es ceci, attention, on m'a toujours mis en face de mes responsabilités. Tu veux ça, faut bosser pour voilà, ça va pas te tomber tout cuit dans le bec. Ça, je pense que c'était une assez bonne école. La deuxième chose qui à l'époque était relativement rare dans les années 60, c'est que je n'avais jamais de ma vie entendu dire qu'il y avait des choses pour les filles et des choses pour les garçons. Et que donc moi, ça m'a jamais effleuré, quoi. C'est-à-dire que je me suis jamais posé la question. Alors que, et même encore maintenant d'ailleurs, on va dire oui, parce que t'es une jeune fille, plus tard tu vas avoir des enfants, donc il faudrait mieux faire ceci ou faire cela. Et puis attention, il y a des métiers où ça va être plus difficile parce que t'es une fille ou plus dangereux ou machin. Moi, j'ai jamais été au courant. Donc je n'ai jamais fait de choix en fonction de ça. Et du coup, on me dit, vous êtes sur un territoire où il y a plutôt des hommes. C'est vrai que quand je suis arrivée à l'agro, on était une promo de 60, on devait être 5 filles. Quand j'ai travaillé pour la pêche, chez les pêcheurs, il n'y a pas beaucoup de femmes. Et dans la course au large, j'en étais pas nombreuses non plus. Mais je l'ai pas fait pour ça et je l'ai pas fait contre ça. Enfin, je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire, quoi. Et ça, jamais. Jamais, mais je me souviens à l'époque où, voilà, mes parents m'ont dit: «Oh mais non, mais tu sais l'agro c'est trop dur», ou je sais pas quoi, ou non, donc ça je pense que ça a été des gros atouts dans le fait que bon, j'étais super décontractée avec toutes ces questions-là, quoi. Quand vous avez grandi, vous n'avez jamais été confronté à cette histoire de différenciation, un métier d'homme, un métier de femme, donc vous étiez préservé de tout ça. Mais qu'est-ce que ça fait quand vous arrivez dans ce milieu-là et que peut-être que la société en tant que telle n'a pas les mêmes perspectives? Oui, moi j'ai toujours, beaucoup employé l'humour parce que je pense que c'est un moyen d'abord de mettre les hommes en face de la bêtise des préjugés, quoi. Et donc voilà, leur dire bon arrêtez les gars, c'est vraiment vous êtes trop ridicules, quoi. Alors faut le dire gentiment, faut le dire bien. Et puis après j'ai toujours fait attention, mais bon des fois c'est pas si facile que ça, mais de faire sentir tout de suite qu'il y aurait pas moyen de dépasser les limites. Et je pense que c'est parce que j'avais une structure mentale qui avait déjà été très formée parce que j'étais très sereine avec tout ça. Je me sentais pas en infériorité. Je me sentais pas comme souvent on dit que les femmes se dévaluent elles-mêmes, etc. Parce que on leur a tellement dit que c'était pas leur job que quand elles sont dedans, elles ont l'impression de pas être légitimes. Moi, comme on m'a jamais rien dit, j'étais légitime partout. Et donc, je vous emmerde. Vous êtes content ou vous êtes pas content, c'est pas grave. C'est pas mon problème, c'est le vôtre. Et je pense que ça, encore une fois, j'ai eu beaucoup de chance.
d'avoir cette éducation et ce background. Mais ça m'a beaucoup aidé. Moi, quand je partais sur les bateaux de pêche pendant 15 jours au nord de l'Écosse, évidemment, j'étais la seule femme à bord. Mais voilà, il y a des petits trucs pour juste se faire respecter et dire, non, voilà, oui, on peut blaguer, mais là, il y a une limite et tac, tout de suite, mais gentiment, quoi, j'ai jamais vécu de situation dangereuse. J'ai eu cette chance. Ça aurait pu, quand même, mais je me suis jamais rien interdit. Par contre, oui, quand on est une femme, on est quand même obligé de faire attention. Il y a quand même des petits warnings où on se dit, bon là, faut un peu faire gaffe, il faut... bon. Mais moyennant quoi, ça s'est toujours bien passé, quoi. Et ça m'a jamais traversé la tête de me dire, parce que je suis une femme, je vais pas faire ça ou je vais pas pouvoir le faire. Vous avez dit du coup que vous avez fait des études d'ingénieur agro et que vous avez commencé aussi à enseigner et peut-être faire même un peu de recherche. Et parallèlement à ça, après, vous avez continué la course. Et après, vous avez décidé de vous concentrer sur la course. Est-ce que ça c'est par goût de l'aventure ou ça a été un choix qui a été mûrement réfléchi? Comme toujours dans la vie, il y a aussi des opportunités. Donc moi, depuis que je suis gamine, je rêve de partir faire des grandes choses en bateau à voile, d'aller faire le tour du monde, de passer le Cap Horn, tout ce qu'on veut. Et puis la première étape, parce que moi je tiens beaucoup à mon autonomie et justement, si je veux pas être à la merci des autres, il faut que je me démerde toute seule. Ça, c'est la leçon numéro 1 que j'ai compris depuis très longtemps. Donc se démerder toute seule, ça veut dire que si je veux faire du bateau, faut pas que j'attende qu'on m'invite, parce que là je pourrais attendre longtemps. Mais faut que j'ai un bateau, moi. Et comme quand je commence à travailler, j'ai pas beaucoup de sous parce que j'ai petit salaire, c'était un peu à la mode à l'époque d'ailleurs. Je décide de me construire un bateau parce que ça coûte pas très cher. Prenez un tas de tôle, un plan, un poste à souder et roule ma poule. Voilà. Donc à l'époque, j'avais un petit copain que j'avais converti aux choses de la mer, bien qu'il soit de la montagne. Je lui ai dit si, tu vas voir, c'est génial. Et donc voilà, on a fait ça, quoi. En fait, moi je travaillais et puis le soir, le week-end, les vacances, hop, il y avait le chantier qui était là et on a fait le bateau. Et donc je suis partie après avec ce bateau. Je suis partie 1 an, puis une année sabbatique. Et là, j'avais pas encore tellement l'idée de la course. J'avais l'idée de naviguer. Voilà, j'avais fait mon bateau, je pouvais naviguer, personne ne pouvait m'en empêcher, et voilà. Et donc je suis allée, j'ai fait le tour, on va dire le tour de l'Atlantique, aller au Brésil, aux Antilles, tout ça, super. Et quand je suis rentrée, d'abord je suis rentrée en traversant toute seule parce que j'avais envie de voir ce que c'était. Ça s'est super bien passé. Et quand je suis rentrée, j'ai eu un peu l'impression que j'étais partie 1 an et que je retrouvais tout le monde exactement au même endroit. Les mêmes gens qui racontaient les mêmes trucs et qui faisaient les mêmes trucs. Et moi, ça me file le bourdon. Je fais partie des gens qui ont toujours été plus angoissés si on leur propose un CDI que un CDD. Parce que j'aime bien bouger. Et donc là, je me suis dit bon, évidemment, il faut bosser, il faut remplir la caisse, mais je veux repartir en mer et parce que je veux pas je veux rebouger. Et là, je me suis dit, au fond, j'avais des copains qui faisaient de la course, je voyais un peu, on discutait, et je me suis dit, mais au fond, la course, c'est un super truc parce que c'est un moyen pour en apprendre beaucoup plus, en fait. Parce que quand vous faites de la navigation, en gros, pour aller aux Antilles, comme disait Tabarly, une botte de foin peut faire la même route. C'est-à-dire que bon, c'est pas très compliqué, c'est sympa, c'est bien de le faire, surtout la première fois, c'est génial. Mais voilà, j'avais envie d'un peu plus, voilà. Et je me suis dit, mais quand on fait une course, il faut être meilleur. Il faut être meilleur pour préparer le bateau, il faut être meilleur en manœuvre, il faut être meilleur en météo, il faut être meilleur en ceci, en cela et tout. Et donc, ça peut être marrant de faire une course pour voir. Et là, il y en a une qui me tendait les bras parce que c'était pas trop cher et sur des petits bateaux. À l'époque, ça s'appelait la Mini Transat. Donc, Transat en solitaire, bateau de 6,50 m. Donc, voilà. Donc, je me dis, bon, allez, hop.
Donc bon, je vous passe toutes les histoires, mais bref, je fais cette course et leçon numéro 1, je m'éclate complètement. Alors là, vraiment, d'être à fond les ballons sur ce petit bateau, de me défoncer tout le temps, je trouve ça génial. 2, ça marche bien, parce que je gagne la première étape, je finis 3e au général. Donc je me dis, impeccable, tirons le fil, allons voir plus loin. Et donc après, voilà, c'est un peu un hasard. C'est un peu à la fois cette méthode que j'aime bien de déployer mes antennes et de voir ce qui s'accroche dans les antennes. Ça, j'ai toujours un peu fait ça. Et puis voilà, et puis de dire bon bah why not quoi. Donc pourquoi pas essayer la course. Bon, si ça marche pas, c'est pas grave. J'aurais été 52e, on était 53 je crois cette course. J'aurais été 52e, j'aurais sans doute été un peu vexée, mais je m'en serais remise et puis je serais repartie naviguer sur mon petit bateau. Point barre quoi. Bon, mais là ça marche. Donc après, je continue. Puis j'avais un petit sponsor qui était la Caisse d'épargne du coin à l'époque. Ils sont tout contents, donc ils sont prêts à continuer. Donc après, je continue avec un bateau un peu plus grand, un bateau de 11 mètres. Et je fais une course qui s'appelle le Figaro, qui là est une course plutôt réservée à des professionnels de la voile, on va dire. Donc bon, bah il faut bosser quoi. Mais c'est bien. Ça se passe honorablement. Je dois faire de mémoire 12 et 11, 11 et 10. Enfin, je fais 2 fois. Et puis après tout ça, donc je continue à bosser quand même pendant ce temps-là. Mais quand même, je commence à me dire bon, mon rêve quand même quand j'avais 10 ans, c'était de faire le tour du monde. Quand est-ce que je le fais? Parce qu'il y a un moment où il faut quand même s'y mettre, quoi. Et puis je me dis tour du monde et course, ça fait course autour du monde. Bon, il y en avait qu'une à l'époque, le Vendée Globe n'existait pas. C'était une course américaine en 4 étapes qui s'appelait le BOC Challenge. Donc 4 étapes en solitaire, États-Unis, Afrique du Sud, Australie, Uruguay et États-Unis. Bon, je commence à réfléchir à ça, à regarder un peu comment ça se passe et tout. Pendant 3 semaines, je me dis bon, c'est quand même un gros saut. J'ai peu navigué ou quasiment pas navigué sur des gros bateaux. J'ai fait des transats toute seule, mais c'est que des transats. Je suis quand même pas allée dans les 40e. Et puis c'est une grosse organisation autour. C'est un gros bazar. Donc je me dis, est-ce que je suis prête? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que c'est vraiment mon projet? Enfin bon voilà, je tourne ça un peu pendant 3 semaines et puis finalement au bout de 3 semaines, un matin, je me dis mais pourquoi je me prends la tête? Si j'ai envie de le faire, il suffit que j'essaye et que je mette toute mon énergie pour ça. Il faut pas que j'ai de regrets. C'est le choix sans regret. J'y vais à fond. Ça marchera, tant mieux. Ça marchera pas, c'est pas grave. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours fonctionné aussi comme ça. J'ai toujours un plan B dans la vie, toujours. Et voire un plan C et un plan D. Donc, il y a une voie royale. Eh ben, on essaye d'y aller. Si la voie royale marche pas, il y a toujours un chemin de traverse qui peut être très bien aussi, qui peut être génial, qui sera peut-être moins, comment dire, exotique, médiatique, je sais pas quoi, mais voilà. Donc voilà, donc je me lance là-dedans en me disant voilà, donc évidemment, première chose, trouver des sous, enfin bon, tout le truc. Et puis voilà, et puis de fait, je suis au départ et de fait. Après ça a continué. Enfin bon, après il y aura les 15 ans qui vont suivre en gros de course au large. Et donc c'est à cette course-là que vous avez fini, la première femme en tout cas à avoir fait le tour du monde en solitaire dans une course. Ben voilà, c'est-à-dire que alors évidemment j'étais au courant. Moi je m'en foutais total, mais je savais très bien que c'était un argument. Je suis pas complètement idiote. D'ailleurs le premier sponsor que j'ai, parce que j'aurais du multi-sponsoring, c'est ce qu'était à l'époque le secrétariat d'État aux droits des femmes.
Et je débarque dans le bureau, et alors là, les nanas, elles ont eu l'impression que j'avais ouvert la fenêtre et qu'il y avait le vent du large qui arrivait, quoi. Et du coup, voilà, il y a évidemment, c'est pour ça qu'elles me donnent un peu des sous. C'était pas énorme, mais c'est parce que une première, féminine, française, blablabla, et voilà. Bon, après, je pense que ça a joué aussi pour les autres. En fait, c'est la caisse d'épargne qui va finir par me suivre aussi. J'ai presque dire leur corps défendant, mais je les ai tellement fait chier que vous avez plus le choix. Et puis la région Poitou-Charentes. Donc évidemment, pour eux aussi, ça a compté. Le côté première féminine, bien sûr. Moi, ça m'a pas jamais empêché de dormir. Ça me faisait même marrer parce que les journalistes, ils vous disent alors qu'est-ce que ça fait pour une femme? Bah écoutez les gars, j'en sais rien quoi. Hein. D'abord, je sais pas ce que ça fait pour un garçon, donc je peux pas comparer. Et puis, est-ce que ça doit faire plus, parce que moins ou différemment, je n'en sais rien. Faire une course autour du monde en solitaire, c'est une grosse histoire pour tout le monde. Donc c'est une grosse histoire pour moi, évidemment. Mais après voilà, moi je fais le job comme je pense devoir le faire, et voilà quoi. Pendant votre carrière de navigatrice, vous êtes orientée vers la course en solitaire. Pourquoi ce choix d'être partie sur la course en solitaire? Et est-ce que parfois c'est pas un petit peu frustrant de pas partager cette expérience avec un camarade? Je vais vous retourner un peu la question parce que j'aime bien faire ça. Vous allez me citer des navigatrices qui ne soient pas des coureuses en solitaire. Grand blanc, vous n'en connaissez aucune. D'accord? Vous êtes demandé pourquoi? Parce que c'est un milieu très masculin. Sur les bateaux. Ouais. Voilà. Et ça, vous l'avez ressenti, ça? Alors, je l'ai pas tout à fait ressenti comme ça. Moi, j'avais très envie de faire du solitaire. Parce que, culturellement, en France, on est dans la culture du solitaire. Toutes les grandes épreuves, c'est des épreuves en solitaire. Tabarly, Moitessier, c'était des solitaires. Un pour la course, l'autre pour la croisière. Donc, on est baigné dans cette atmosphère. On est le pays des capitaines d'industrie. Les anglo-saxons, ils sont le pays du team. Donc, on a une culture de ça. Et moi, j'ai baigné là-dedans toute ma vie. Donc, pour moi, c'était ce qui se faisait de mieux. Donc, j'avais envie de ça. Et après, de toute façon, si j'avais pas eu envie de ça, j'aurais jamais trouvé une place sur un bateau. Parce que j'étais Miss Tartampion, que personne ne connaissait. Je vous ai dit, quand j'ai décidé de m'inscrire donc au Box Challenge, j'avais pratiquement jamais couru, à part une ou deux exceptions, sur des grands bateaux de course. Donc, j'avais pas de pédigré, d'équipière, etc. Je n'aurais jamais pu participer. Ça existait déjà, les tours du monde en équipage, mais je n'aurais jamais pu prétendre à une place. Elle m'aurait dit, ma petite chérie, t'es pas assez compétente, et en plus, le célèbre, les filles, ça fout le bordel sur les bateaux, on sait pas pourquoi. Bon. Donc, culturellement aussi, en fait, les femmes sont très naturellement encouragées par la société à faire du solitaire. Donc, c'est ce qu'elles font. Et quand ça marche bien, tout le monde s'extasie en disant, waouh, qu'est-ce que c'est bien pour une femme. Mais voilà, vous connaissez, voilà, Hélène MacArthur, Florence Artaud, je sais pas quoi, Catherine Chabot, machin, tout. Moi, c'est que des filles qui avons, voilà. Donc, il y a, je pense, à la fois pour elles aussi certainement l'envie de faire ça, mais aussi de toute façon la logique qui veut que si vous aviez envie. Alors, il y en a des femmes qui ont réussi à faire de l'équipage, mais souvent après une carrière. C'est-à-dire que moi, au bout de 5 ans ou 6 ans de carrière de solo, oui, on m'a invité sur des bateaux. Ou alors moi, j'étais chef de bord et j'avais un équipage. Mais au départ, non. Au départ, c'est beaucoup trop compliqué, quoi. Et ce qui commence à se faire maintenant, c'est que comme dans beaucoup de différentes choses, on commence à obliger à la présence de femmes. C'est-à-dire que maintenant, dans les courses en équipage autour du monde, je crois qu'on oblige à 20 ou 30% de femmes. Dans la dernière transat en double, on l'appelait la transat Shabada parce qu'on a obligé à faire un homme et une femme. Et comme par hasard, on trouve des filles très compétentes. Et il n'y a eu aucun problème pour faire des équipages. Mais d'entrée de jeu, c'est pas elle qu'on allait chercher pour faire partie des équipages, quoi. Mais au final, est-ce que quand vous naviguez seul ou vous faites une course seule, est-ce que vous vous sentez vraiment seul sur ce bateau? C'est pas qu'on est seul, c'est qu'on est loin. C'est complètement différent.
Moi, la solitude, j'aime bien ça. J'adore être avec du monde, mais j'adore aussi être toute seule. Et puis l'ambiance de la solitude en mer, une très belle chose. Il y a une espèce d'harmonie. Moi, j'adore faire de l'équipage aussi en bateau parce que oui, on partage, on rigole, ou on se donne des coups de main quand ça va mal et tout. C'est vachement bien. Mais le solitaire, franchement, être seul avec l'océan à 360 degrés sous les étoiles, c'est quelque chose c'est une expérience humaine que vous n'aurez jamais. En équipage, ce sera pas pareil. Ce sera sympa, ce sera bien, on va dire, ah, t'as vu l'étoile, machin et tout. Bon, ce sera très bien, mais c'est pas tout à fait pareil. C'est pas aussi puissant. Et puis, pour quelqu'un qui aime bien être toujours responsable de sa vie et de ses choix et de ses trucs et de ses machins, le solitaire, c'est génial parce que vous passez à la caisse tout de suite. En plus, en bateau, on passe tout de suite à la caisse. Bien, pas bien. Pouf, ça tombe. Moi, j'aime bien ça. Donc ça me pose pas de problème. Maintenant, ce qui est compliqué dans le fait d'être seul à bord, bon, d'abord, c'est qu'on n'a qu'un seul cerveau et que 2 bras, et que des fois, ça manque un peu d'avoir, voilà. Et puis qu'on est loin. C'est ça la question. C'est-à-dire que moi, quand je suis au milieu du Pacifique, il faut 15 jours pour venir là où je suis. 15 jours. Donc, autant dire que je me débrouille sans vous. Le mec le plus proche de moi, c'est Thomas Pesquet. Parce qu'il est à 400 kilomètres. Ce qui est rien du tout. Ça fait 250 000. Alors que les autres, ils sont à 3000 milles. Donc, vous voyez, c'est ça qui est intéressant dans le solitaire. Il faut assumer, ce qui veut dire préparation, bien sûr, qui est intéressant. Mais après, il faut assumer sa vie en autonomie, ses choix. Et voilà. Bon, je trouve que moi, j'aime bien ça. Est-ce que vous pourriez développer encore un peu plus sur ce que vous ressentez quand vous êtes seul au milieu de l'océan, de jour comme de nuit? On est dedans. On est dedans. Le Homo sapiens s'est toujours pensé comme étant au-dessus de la nature, ou à côté de la nature, ou je sais pas quoi, maître et possesseur, ou je ne sais quoi, parfois même défenseur. Hein. Quand on est en mer, on est dedans. C'est-à-dire qu'il y a le temps qu'il fait, les vagues qu'il y a, je partage l'espace avec des poissons, des baleines, des oiseaux. Je suis dans ma planète et pas au-dessus, pas à côté. Pas, voilà. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que mon boulot de marin, si je veux m'en sortir et que ça se passe bien, c'est de regarder. Et ici, plus personne ne regarde rien. 2, de comprendre. Et je suis pas sûr que tout le monde ait envie de comprendre. Il y en a, oui, mais 3, de m'adapter. Et ça, je suis pas sûr non plus que tout le monde fasse ça à terre. Et donc, ma stratégie, elle est basée sur les éléments de la nature, ce que je vis dans la nature. C'est pas moi qui décide du vent, c'est pas moi qui décide des vagues. Donc voilà. Et ça, c'est une démarche intellectuelle que je trouve assez intéressante. Et c'est vrai que quand on revient à terre, on se dit c'est marrant, ils marchent sur la tête là. Ils font le contraire. C'est-à-dire qu'ils décident de faire un truc complètement hors sol. Et après, un jour, ils se disent ah papa, mais finalement, attention, il y a quand même un petit problème. On n'avait pas pensé que là, ça va se retourner contre nous. Parce que pratiquement partout, à terre, on n'est pas dedans. On se pense au-dessus. On est capable de. Alors c'est vrai qu'on a une technologie, on a une puissance incroyable. On est sûrement l'espèce qui a la réussite écologique la plus exceptionnelle de toutes les espèces vivantes. On s'est adapté à tout et partout. On a modifié entièrement l'environnement, même la haute atmosphère, même le sous-sol, même tout ce que vous voulez. Donc on est très fort. Sauf que ce qui gouverne nos choix, ce n'est pas d'être avec ce qui nous fait vivre, mais souvent à côté, voire souvent contre. Et donc, je pense que c'est ça qu'on ressent quand on est en mer, et c'est aussi pour ça que je pense que ça a un côté apaisant. C'est-à-dire que souvent on dit ah mais alors en mer c'est la liberté, pas du tout. C'est pas du tout la liberté parce que je fais pas justement n'importe quoi. Je fais pas ce qui me passe par la tête, je fais pas toujours ce que j'ai envie, mais je fais avec, encore une fois, les éléments. Et ça, c'est très intéressant.
Et je compare ça un peu aux musiciens. Les musiciens, si je prends l'exemple de la musique classique, il y a des règles. On fait pas n'importe quoi. On met pas les notes dans n'importe quel truc les unes à côté des autres, non. Voilà, il y a des harmonies, il y a des gammes, il y a des écarts toniques, il y a tout ce qu'on veut. Donc c'est des règles. Mais ça n'empêche pas de faire des chefs-d'œuvre avec ces règles. Et je pense que, pour nous, en mer, on a les règles de la physique, de la chimie et de la biologie. Et celles-là, on a beau faire ce qu'on veut, l'eau elle gèle à 0 degré, d'accord? On est d'accord ou on n'est pas d'accord, on trouve ça sympa ou pas sympa, mais quoi qu'il en soit, l'eau elle gèle à 0 degré, donc c'est comme ça. Et ces règles, justement, c'est là que l'esprit humain est assez intéressant, c'est qu'il est capable d'utiliser ces règles et de les faire fonctionner d'une certaine manière pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Mais la méthode pour atteindre ces objectifs, elle peut être complètement différente. Nous, notre méthode pour atteindre les objectifs, c'est de jouer avec les paramètres et de dire, ok, là, il y a un anticyclone, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vent, hein. Même si je me traîne par terre et que je pleure, il n'y aura pas de vent. Donc, ma stratégie, c'est que je vais faire le tour. Voilà, c'est tout, c'est pas compliqué. Alors, ça va peut-être me prendre plus de temps, mais non. Si j'avais voulu traverser tout droit et aller dans cet endroit où il n'y a pas de vent, j'y serais resté tanké peut-être 3 jours. Si je fais le tour, ça va peut-être me prendre une journée de plus, mais de toute façon, je suis gagnante. Donc c'est toute cette mécanique intellectuelle qui est intéressante. Est-ce que c'est le fait de se sentir dans la nature, dans l'écosystème marin, d'avoir cette notion d'observation, d'interprétation de la nature, qui vous a donné envie de vous engager de la manière dont vous le faites aujourd'hui? Pas tout à fait. Ça a fait partie parce que ça permet de trouver une partie des réponses. Moi, ce qui m'a le premier job que je fais, donc c'est pour les marins-pêcheurs en Bretagne. Et donc je suis jeune scientifique, pleine de voilà, tout feu tout flamme. Et à l'époque, il y a encore beaucoup de bateaux de pêche et on est en état de surpêche complet sur pratiquement toutes les espèces. Et nous, dit les scientifiques, on le sait, on le voit, on le mesure. Hein, on fait des pêches expérimentales, on voit la courbe pour chaque espèce qui se casse la gueule. Et plus on augmente, c'est-à-dire l'effort de pêche, plus ça se casse la gueule. Et évidemment, les pêcheurs, ils ont tendance à mettre de plus en plus d'engins à l'eau, des engins de plus en plus grands, des bateaux de plus en plus gros, parce qu'ils pêchent de moins en moins. Donc ça leur coûte de plus en plus cher. Et ils sont partis dans un cercle vicieux. Et nous, on essaye de dire, mais stop. Donc on essaye de parler aux professionnels, au pouvoir public, à tout ce qu'on veut. Et là, en gros, on nous dit, vous y comprenez rien, vous êtes complètement, de toute façon, vous n'êtes pas des marins-pêcheurs, donc vous comprenez rien. C'est le fameux truc, si on n'est pas, et c'est pareil, si on n'est pas agriculteur, on a le droit de rien dire sur l'agriculture. Bon. Donc moi, je suis quand même, voilà, je vis ça, quoi. Et je vois, et c'est terrible, parce que on voit qu'on va dans le mur, c'est un peu comme aujourd'hui avec le climat. Nous, on sait qu'on va dans le mur, on voit qu'on va dans le mur, on voit pourquoi on va dans le mur, et on a beau le dire, il se passe rien. Moralité, il n'y a plus de bateau. Moralité, quand il y a vraiment plus du tout assez de poissons et que les mecs ont été couverts de dettes, qu'est-ce qu'on a fait? On leur a donné du fric pour qu'ils brûlent, au vrai sens du terme, qu'ils brûlent les bateaux pour s'en débarrasser. Ben oui. Alors heureusement, Bruxelles est arrivé avec des tonnes de fric, a permis quand même de donner de l'argent à ces gars-là qu'ils arrêtent le métier. Ce qui est un non-sens. Enfin, c'est un beau métier, marin-pêcheur. Et puis ça fait vivre des tas de gens sur la côte. Et ben c'est fini. Moi, quand je suis arrivé à La Rochelle en 80, le bassin à flot, il était plein. Plein. On traversait à pied d'un bateau à l'autre. D'accord? Si vous allez au nouveau port de pêche à la Palisse, enfin nouveau, il est plus très nouveau maintenant, mais vous allez avoir quoi? 5-10 malheureux bateaux? Maintenant, il y a plus que les ostréiculteurs qui utilisent ce port. Il y a plus de pêche. C'est fini, c'est mort. Quel gâchis. Quelle bêtise. Mais on n'a pas su, nous aussi, peut-être, être assez vindicatifs. Peut-être qu'il aurait fallu, je sais pas moi, s'enchaîner sur les ports de pêche, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Et ça quand même, ça m'a beaucoup marqué. Et donc l'idée que l'océan, c'est quelque chose de vivant, et que là aussi,
On a beau pleurer, crier, taper du pied, les poissons ils se reproduisent pas plus vite que la biologie de leur espèce le veut. Et quand vous raclez trop, bah il y a plus. Voilà, ça paraît idiot de dire ça, mais c'est quand même un peu le b.a.-ba quoi. Et donc voilà, donc ça c'est une idée que j'ai toujours un peu eue, de se dire bah, il faut essayer de faire le maximum pour prévenir, essayer peut-être de faire mieux que ce qu'on n'a pas su faire à l'époque. Alors d'ailleurs, les choses ont changé un peu pour la pêche aujourd'hui quand même. Enfin, depuis une dizaine d'années, petit à petit. Après, quand il n'y a plus eu de bateau, là, on a commencé à se réveiller, à dire bon bah maintenant il faut mettre des quotas, il faut faire ceci, il faut faire cela. Bon, donc ça c'est quelque chose que j'ai toujours eu dans un coin de la tête. Donc après, quand j'ai arrêté la course au large et que j'ai eu du temps, c'est-à-dire au tournant des années 2000, je me dis dans le temps que je vais me recréer, il y a un temps pour ça. Globalement, voilà, faut que je m'engage plus que parce que j'avais fait des petits trucs, vous savez, la mer est pas une poubelle et tout ça, un truc sympa, mais bon. C'est vraiment le moment où on commence à avoir les rapports du GIEC qui commencent vraiment à nous donner les pareils que pour ce qu'on faisait avec le poisson. On a les courbes, on a les mesures, on a les chiffres, c'est pas discutable, c'est de la physique et de la chimie, on n'y peut rien. Et bon, voilà. Donc tout ça fait que je me dis bon bah voilà, c'est qu'est-ce que je vais faire pour m'engager personnellement dans ce genre de combat quoi. Et c'est là que vous commencez à WWF? Oui, après c'est un peu des rencontres. Vous savez comment ça se passe quand vous êtes un peu connu et que ça se sait que vous commencez à avoir du temps, vous êtes sur le marché entre guillemets, il y a des appels. Donc c'est très bien. Et il se trouve que moi, WWF, ça me correspond bien. D'abord parce que c'est une organisation basée sur la science. Et que nous, on n'a pas d'idées, on n'a pas d'opinion, on a des mesures. Voilà. Et moi, pour moi, c'est très important. C'est-à-dire que je dis pas comme ça tout d'un coup, oh mais les SUV, c'est pas sympathique. Je dis, on mesure, c'est la deuxième cause pour laquelle la France ne tient pas ses émissions de gaz à effet de serre. Voilà, et on a la courbe, voilà, et on sait que les voitures, les SUV, c'est 200 kilos de plus, c'est 20% d'effet de serre en plus. Voilà, ça m'intéresse. Là, j'ai une vraie raison pour dire, il faut se battre contre ce mode de déplacement. Voilà, donc ça m'intéresse. Et deuxième chose qui m'intéressait au WWF, c'est le côté, on parle à tout le monde, on n'attend pas l'aube du grand soir. J'ai fait ça quand j'avais 18 ans, c'est pas venu. Donc aujourd'hui la société, que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas, on est dans une société capitaliste avec des gouvernements, avec des entreprises, avec des citoyens, et on fait avec ça. Et on fait le mieux possible pour essayer d'avancer le plus vite possible. Mais on peut dénoncer des comportements, on peut être en colère contre des choses, on peut l'exprimer, mais à un moment donné, il faut quand même se mettre autour de la table pour avancer, parce que sinon on n'avance pas. Et ça, c'est des méthodes WWF. Donc voilà, donc c'est pour ça que cette organisation me convient, on va dire, assez bien quoi. Donc, durant ces années à WWF, en fait, vous positionniez comment? C'était scientifique, sportive de haut niveau, militante, et est-ce que c'était aussi du plaidoyer? Vous étiez un peu un genre de fer de lance? Oui, bah je faisais un peu tout ça en fait. Bah il se trouve que c'est vrai que pour le WWF, je coche toutes les cases. Donc c'est pratique. Je suis une scientifique, donc je sais un peu de quoi je parle. Je suis connue plutôt de manière un peu sympathique. Je suis capable de m'exprimer dans les médias parce que j'en ai fait 500 000. Voilà. Donc tout ça fait que j'étais une bonne porte-parole et une bonne interlocutrice. Parce qu'après, bon, c'est un job de présidence, donc comme tous les présidents, c'est animer un conseil d'administration, prendre des décisions stratégiques, représenter l'organisation à haut niveau, être en lien avec les équipes, voilà, pour soit les soutenir dans certains cas, soit être alimenté parce qu'il faut. Enfin, voilà, c'est tous les jobs d'être président. Donc moi, j'ai fait ça, adoré ça. J'ai trouvé qu'au bout de 11 ans, c'est bien puis j'avais d'autres trucs qui m'intéressaient, puis donc de rester quand même très proche et de continuer à faire beaucoup de choses avec le WWF, mais
voilà, que quelqu'un d'autre arrive après moi, c'est bien. J'aime pas trop l'idée de présidence à vie. C'est un peu louche dans ma tête. Donc voilà, mais oui, c'est vrai que encore une fois, je cochais toutes les cases, quoi. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous tourner vers l'écriture également et coucher les mots sur le papier par rapport à ce que vous avez pu vivre dans votre carrière de navigatrice et par rapport aux enjeux écologiques également? Alors, il y a 2 choses. D'abord parce que, je crois qu'une de mes fonctions dans la société, c'est d'aller chercher des trucs ailleurs et de les ramener. Et c'est ce que je fais en bateau ou dans d'autres domaines. Et donc de pouvoir, partager, émerveiller, interroger, motiver, tout ce qu'on veut. Heu, voilà. Alors pourquoi par l'écriture? Figurez-vous que quand j'étais petite fille, il y avait pas internet, il y avait même pas d'ordinateur, il y avait une télévision avec 3 chaînes et donc le média numéro 1, c'était le livre. C'est comme ça qu'on s'enthousiasmait, c'est comme ça qu'on partageait les expériences, c'est comme ça qu'on apprenait des choses. C'est pas une critique forcément évidemment de ce qui peut se passer de pire et de meilleur sur internet, mais en tout cas, moi, j'ai été baignée, dans le livre. J'ai adoré aussi, au-delà du contenu, j'ai adoré la forme. La forme de la littérature, c'est très important pour moi. C'est d'abord parce que la langue, c'est notre média. La première chose que fait un dictateur quand il envahit un pays, il interdit aux gens de parler leur langue. Et la langue, elle véhicule quelque chose de très important, de très culturel. Les mots que vous employez, ils ont un sens dans votre langue. Il y a des mots qui ne s'emploient pas ou il y a des mots qui n'existent pas. Voilà, c'est pour moi la langue, et puis la langue, c'est une poésie. Il y a une musique de la langue, il y a une musique des mots. Il y a voilà, il y a des mots biscornus, rigolos. Il y a voilà. Et troisième dernière chose, qui est peut-être la plus importante, l'écriture demande de se mettre à distance. C'est-à-dire que c'est pas comme Twitter, enfin X, où on raconte n'importe quoi en quelques caractères et on dit n'importe quelle connerie, il est pire, hein, parce qu'on réagit dans l'immédiateté et donc on s'est pas donné le temps de réfléchir. Quand vous écrivez, vous allez relire, reprendre, remettre à distance, recontextualiser, et ça pour vous c'est un excellent exercice, mais pour celui qui lit aussi. C'est-à-dire que la lecture, elle excite votre imagination. Elle vous plaque pas tout fait un truc où votre imagination n'aura rien à faire. Moi, j'adore le cinéma, je vais beaucoup au cinéma, mais c'est vrai que quelque part, le cinéma me plaque une réalité. J'ai l'image et le son, et le discours, tout en bloc. Et voilà. Qu'est-ce que j'invente à côté? Ben, pas grand-chose. Quand je lis un bouquin, j'invente, je me représente. Les personnages, les émotions, voilà. Donc je trouve que c'est, du point de vue de la construction humaine, c'est beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressant. La radio permet ça aussi. Quand vous entendez une voix à la radio, vous imaginez la tête de la personne. Quand il vous décrit quelque chose, vous imaginez ce qu'il vous décrit. Donc cet exercice d'imagination, je pense que de la fois de mise un peu à distance et d'imagination, et sans doute ça va assez ensemble. Moi, je trouve que voilà, c'est vraiment, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce média. Voilà, même si je sais qu'aujourd'hui, le roman classique, par exemple, est peut-être un peu moins, encore que. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est important. Puis cette notion d'imaginaire là dont vous parlez, c'est du coup quelque chose qu'on retrouve dans vos romans, dans les fables, dans les contes que vous racontez, mais aussi dans les actions que vous entreprenez, par exemple avec le théâtre et la musique, ce que vous associez. Quelle est la place de l'imaginaire dans tout ça et comment vous essayez de jouer avec les arts pour essayer de transmettre quelque chose? Bah moi, l'imaginaire, ça a été le truc numéro 1, hein, comme tout le monde d'ailleurs. Hein, je pense. J'ai d'abord imaginé ce que je voulais faire avant de le faire. Donc je me suis raconté des histoires, comme tout le monde. Quand j'étais petite, je me racontais des histoires, que j'allais faire le tour du monde, que je sais pas quoi. Donc je m'y voyais, je m'y croyais. Et c'est pareil quand on se projette dans un personnage, on s'y croit. Hein. C'est d'ailleurs la puissance du roman, justement, de pouvoir partager ça, de pouvoir faire que les gens s'y croient. Donc imaginaire, c'est numéro 1. Alors
Et c'est pour ça que je trouve que susciter l'imaginaire, c'est important. Alors, il se trouve que j'ai un copain musicien qui habite à 300 mètres d'ici, qui un jour m'a dit tiens, mais pourquoi on ferait pas un truc? Ouais, t'as raison, pourquoi on le ferait pas? Donc voilà, donc on s'est lancé là-dedans, et puis ça fait 20 ans que ça dure, et ça se passe super bien. Et donc oui, je raconte des histoires pour les grands enfants, pour les adultes, mais je raconte des histoires qui peuvent être des histoires à moi, des histoires de grands marins avant moi, des histoires complètement imaginaires et poétiques, des choses qui m'ont touché moi, et que j'ai envie de faire partager. Et j'adore quand les gens, ils sont là, ils se laissent porter par les mots, et ils ferment un peu les yeux parce que ils se font leur film dans la tête avec la musique et avec les mots, quoi. Et voilà. Et là, je me dis, bah, c'est gagné, ils ont passé une bonne soirée. Oui, c'est-à-dire que dedans, dans tout ça, il y a vos rêves, il y a les rêves des gens, et puis il y a les rêves que vous créez chez les gens qui vivent leurs rêves à travers vos rêves aussi. Alors oui, ça c'est deux choses un tout petit peu différentes. Il y a ce que j'espère susciter effectivement chez les autres. Du coup, ça va peut-être développer un peu leur imaginaire et leurs rêves à eux. Après, ils le feront pas, c'est une autre histoire. Peut-être que des fois, le rêve se suffit à lui-même, hein. Si moi aujourd'hui je rêve d'aller dans l'espace, j'irai jamais. Mais je peux en rêver, et ça me fera du bien, peut-être d'en rêver, parce que je vais m'imaginer l'espace, c'est tout. Ça va être génial. Donc voilà. Après, porter le rêve des autres, c'est autre chose. C'est ce que j'ai beaucoup fait en course au large, par la force des choses. Puisque vous êtes connu, ou vous faites le Vendée Globe, ou machin, donc tous les gens vous suivent, se prennent d'empathie pour vous, s'imaginent à votre place, et puis il y a ce côté ah mais moi je l'aurais jamais fait, et quelque part vous le faites pour moi. C'est une espèce de procuration dont il faut avoir conscience, parce que ça peut un peu faire peur, ça peut un peu être c'est un peu lourd à porter le rêve des autres. Moi, mon rêve à moi, je me démerde avec. C'est mes histoires. Le rêve des autres, j'ai l'impression que je leur dois un peu quelque chose. Et donc, oui, mais bon, j'ai toujours essayé de trouver la bonne distance. Je ne renie pas le rêve des autres, et j'accepte clairement de le porter. D'abord parce que c'est eux qui me font vivre, parce que sinon j'aurais pas de sponsor. Et puis aussi parce que je trouve que ça fait partie de la vie en société. Il y a des gens qui vont faire les choses. Aujourd'hui, voilà, il y a des gens qui font des choses que je fais pas, ou que je peux pas faire, ou que voilà. Et quelque part, voilà, je serai jamais Thomas Pesquet, mais j'adore que il me représente quelque part dans ce qu'il fait. Ouais, ça, je trouve ça bien, quoi. Donc il faut l'accepter, et en même temps, il faut pas que ce soit bloquant. C'est-à-dire, même si je porte le rêve des autres, je vais pas faire n'importe quoi au nom du rêve des autres. C'est pas parce qu'ils ont envie que je fasse n'importe quoi que je vais devoir le faire pour leur faire plaisir. Donc, moi, je garde mon libre arbitre. C'est moi qui fais la course, c'est pas eux. Donc, par exemple, si je décide d'abandonner pour une raison précise, c'est ma décision. Ça leur plaît pas, c'est pas grave. Faut faire attention de pas se retrouver un peu, pas manipuler, le mot est pas exact, mais un peu en sur-régime, sous prétexte que les gens voudraient bien que. Bah oui, les gens voudraient bien que, mais je suis désolé les gars, hein. Moi non. Donc je vais faire autre chose. Donc ça, c'est quand même aussi très important. Vous avez parlé du Vendée Globe, vous parlez tout à l'heure aussi du Boat Challenge. Vous avez vécu la course au large dans les années 90-2000. Est-ce qu'aujourd'hui vous voyez un peu une transformation de la course au large, parce qu'on voit émerger certains navigateurs qui commencent un peu à alerter et à dénoncer un certain modèle du toujours plus vite, toujours avec plus de technologie, toujours plus moderne, toujours plus rapide. Comment vous voyez ça? C'est tout à fait insoluble, je pense. Je suis très près, et avec la vague, là, le mouvement de jeunes skippers, enfin plutôt jeunes, mais pas que d'ailleurs, qui essayent de s'interroger sur l'empreinte carbone de la course au large, sur l'empreinte écologique, les baleines et tout ça. Voilà. Pour l'instant, la course au large n'a pas du tout changé. Ça reste toujours plus vite, toujours plus grand, toujours plus beau, toujours plus fort. Et aujourd'hui, les skippers s'interrogent sur le fondement même de la course au large. Quand on fait l'empreinte carbone d'un projet de bateau, parce qu'il y a quand même beaucoup de skippers qui l'ont fait, la construction elle-même, c'est 10 à 15%.
Oui, on peut très bien réfléchir à avoir des résines biosourcées, des fibres de lin, machin. Voilà, on va faire baisser de 15 ou 20% l'empreinte carbone du bateau. L'essentiel de l'empreinte, c'est la com. Les goodies, les déplacements des journalistes, les déplacements des équipes, l'internet à Google, tout le bazar. Le million de personnes qui va à Saint-Malo en bagnole voir le départ. C'est ça l'empreinte la plus forte. Donc ça, c'est compliqué de dire. Alors, il y a des choses, par exemple, sur lesquelles je trouve qu'il y a des réflexions qui vont dans le bon sens. De dire, par exemple, il faudrait faire plus de courses circulaires que de courses one-way. Parce que quand on fait la route du Rhum, on va aux Antilles, on amène les journalistes, les équipes techniques, tout un tas de gens qui prennent l'avion, puis après on met le bateau sur un cargo et en coup de carbone, on le ramène en France. Donc on peut peut-être on a peut-être là aussi un delta en essayant d'imaginer une course où on irait faire le tour des Antilles. Mais oui, mais c'est moins médiatique. Parce qu'évidemment, tous les journalistes sont ravis d'aller aux Antilles. Et puis les gens, le bon public, il est ravi de voir les doudous avec les trucs et la musique et tout ça, et la chaleur antillaise et tout ça. Et puis la vitesse, c'est pareil. On peut faire des choses, mais la grosse question en ce moment qui commence à émerger, et c'est normal, c'est est-ce que c'est pas le modèle lui-même qui n'est pas tenable? Et combien de temps la course au large va pouvoir continuer pour que des gens, des pays riches jouent à se poursuivre d'un bout à l'autre des océans pour le grand plaisir d'un certain nombre de gens, mais bon, voilà, pour une empreinte carbone dont on sait aujourd'hui qu'il faut que tout le monde soit debout sur les freins, quoi. Donc là, on commence à discuter un peu du fond du problème et c'est très compliqué et pour l'instant, personne n'a de solution parce que quand on dit, alors je sais qu'il y a des skippers qui ont dit bon j'arrête. Et après, l'autre solution serait de dire, on stoppe la technologie, on en revient au bateau d'avant, avec des technologies simplissimes, et où finalement, la question c'est qu'il suffit juste que les gens se battent les uns contre les autres. Au fond, c'est la stratégie en mer qui va compter, donc c'est plus l'humain qui va compter que la machine. Qui aujourd'hui est prêt à signer pour ça? Personne. Personne. Enfin, si, il y a une course qu'il fait, là, qui refait les tours du monde sans escale avec des vieux bateaux. C'est pas le Vendée Globe, quoi. C'est pas le Vendée Globe. Alors, si on supprimait le Vendée Globe, peut-être que cette course-là prendrait de l'importance. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un sponsor qui va signer pour ça. Il n'y a pas beaucoup de skippers qui vont signer pour ça. Et les médias, pas du tout. Et le gentil public, pas beaucoup non plus. Donc, aujourd'hui, tout le monde continue quand même encore dans une fuite en avant, quoi. Et là, en ce moment, on a beaucoup parlé de la question des baleines. Donc oui, là, ils ont essayé de faire en sorte qu'il y ait une zone d'exclusion un peu, où on dit que c'est peut-être là qu'il y a plus de baleines. Je suis désolée, les baleines, il y en a partout. Donc évidemment, quand moi, j'allais à 10-15 nœuds, je suis rentré, moi, une fois en collision avec une baleine. J'allais à 10 nœuds, et je sais, parce qu'au WWF, on a beaucoup travaillé là-dessus, qu'à 10 nœuds, surtout avec un petit bateau léger comme un 60 pieds open, la baleine, elle a un jeton, mais elle est pas morte. À partir de 15 nœuds, ça peut être mortel. Donc un bateau qui va à 30 ou 40 nœuds, avec en plus des foils qui sont des lames, forcément, là, c'est mortel pour la baleine. Mais là, il y a encore eu des collisions. Alors bon, on essaye de pas trop le dire. On dit, on a heurté un OFNI. Ouais, mais t'en fais pas, l'OFNI, moi je sais bien, quoi. Hein. Il peut y avoir des containers, ça arrive. Mais globalement, quand même, c'est des collisions avec des mammifères marins. Donc voilà, donc là aussi, c'est un problème. Si on veut pas que ces collisions soient mortelles, il faut pas dépasser 15 nœuds, c'est le maximum. Qui va accepter d'avoir des bateaux qui dépassent pas 15 nœuds aujourd'hui? Personne. Donc aujourd'hui, on est dans un système où personne voit et que à la fin des fins, comme beaucoup de choses malheureusement, ce qui tranchera, c'est qu'un jour ce sera plus possible. Mais ce jour-là, ce sera très tard déjà. On se rend compte que là, ce qui se passe dans la course au large, c'est un peu révélateur de ce qui se passe à l'échelle globale. Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que en gros, on voit bien qu'il y a des gens qui font des efforts.
Il y a des gens qui essayent de réduire leur empreinte carbone, qui essayent d'être plus biodiversité friendly, et c'est pas négligeable. Donc que ce soit des particuliers, des boîtes. Moi, j'ai fait mon empreinte carbone pour moi. Je suis à peu près à 50% de l'empreinte carbone moyenne d'un Français. Donc je suis aux alentours de 4,5 tonnes. Bah oui, mais je devrais être à 2 tonnes. Et alors, où est-ce que je gratte maintenant? Je sais plus. Si ce n'est, par exemple, cette maison que j'habite toute seule, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai une grosse empreinte carbone. Parce que la surface, même si je me chauffe au bois et que je me chauffe pas plus de 18, la surface de la maison, voilà. Eh ben oui, mais j'ai pas envie de déménager, quoi. J'ai pas envie. Normalement, je devrais habiter dans 2 pièces si je voulais être à 2 tonnes. Donc voilà, c'est ça les complexités. Donc on voit bien, et puis parce qu'il y a aussi évidemment des intérêts économiques puissants pour ne pas aller trop vite quand même, ou pas y aller du tout dans certains cas, qui interviennent dans la société, qui font que oui, évidemment, on va absolument pas assez vite. Et donc la solution qu'ont trouvé les États, c'est de mettre des échéances très lointaines, en disant en 2050 on en sera là. Ben oui, mais faites le rétro-planning. Ça veut dire qu'en 2024 on est où, qu'en 2025 on en est où, et puis qu'on contrôle, et puis qu'on y va. Sinon, si on attend 2049, là c'est sûr qu'on va pas y arriver. Donc voilà, donc on est sur ce type de questionnement. Plus on tarde, plus l'effort à fournir par la suite devrait être fort. Évidemment, on a énormément accéléré depuis les années 2000, et c'est cumulatif dans l'atmosphère, hein. Donc si dans les années 2000, on avait vraiment commencé, par exemple sur la décarbonation des transports, sur l'aide à l'habitat, vous imaginez le nombre de baraques qu'on a construites depuis les années 2000 en 25 ans, enfin presque 25 ans, c'est énorme. Si on avait vraiment, dès le début, dès que le GIEC a commencé à nous donner les chiffres et les tendances, si on avait vraiment dit, OK, dossier numéro 1 sur la pile, tout va être mis en conformité avec ça, l'économie, l'industrie, le tourisme, le machin, le truc, la vie domestique, les bidules, voilà. Évidemment, on n'en serait pas là. Aujourd'hui, la marche est extraordinairement haute, puisqu'on a continué à accélérer vers le mur. Donc c'est sûr que là maintenant, bon, à 2,5 degrés, c'est mort. 2 degrés, ça va être compliqué. Maintenant, la bonne raison pour laquelle il faut continuer à se battre, c'est que le centième de degré va compter. Et la petite espèce qu'on va arriver à protéger et à pas faire disparaître va compter. Donc, de toute façon, le combat est le même. Voilà, on peut se fixer des objectifs, on peut dire 2 degrés parce que 2 degrés, c'est ce que disent à peu près les scientifiques sur le après. Après, ça dérape dans tous les sens, on sait plus où ça va. En gros, c'est ça, à ça que ça correspond, 2 degrés. Donc on peut, voilà. Le seul truc, c'est qu'il faut essayer de faire le maximum tout de suite, faire tout de suite beaucoup. Et après, au fur et à mesure, on va voir où on arrive. Alors évidemment, de toute façon, maintenant, il va falloir s'adapter aussi. Et s'adapter, il faut y penser maintenant. C'est pas en 2100, quand il y aura 1,50 m d'eau dans la ville de La Rochelle, qu'il faudra se dire comment on fait. Voilà. Donc on sait que ça va être comme ça. On se rend compte qu'aujourd'hui, c'est source d'énormément de conflits, également intergénérationnels. Je crois que c'est du baratin des médias, ça. Je vois pas pourquoi, parce qu'on serait vieux ou jeune, on aurait une perception différente de ces questions-là. Moi, j'ai 67 balais, et je m'entends très bien avec des gens de 20 ans, et on pense les mêmes choses, et on agit peut-être chacun avec nos méthodes, parce que là, pour le coup, les méthodes, ça peut se discuter. Moi, j'écris des livres, eux, ils sont sur les réseaux sociaux. Bon, mais en gros, voilà. Et après, l'idée de dire, il y a une génération coupable, moi, je crois que c'est du baratin aussi. Parce que les gens de 20 ans aujourd'hui, ils auraient eu 20 ans quand j'avais 20 ans, ils auraient fait pareil. Parce que d'abord, l'alerte n'était absolument pas la même, voire il n'y en avait pas du tout. Personne ne se posait la question du climat. C'était complètement dehors de notre champ de pensée. Donc, on était tellement dans l'idée qu'il fallait la croissance, et puis que les gens étaient ravis, qu'ils avaient des voitures de plus en plus grosses, des écrans de télé de plus en plus gros, qui partaient en vacances de plus en plus loin, et que tout ça était magnifique. Et je crois que, voilà, je crois
pas que ça aurait changé grand-chose. Donc après, on peut dire oui, c'est vrai, ma génération a été la génération tournant, dans lesquelles on a vraiment, après la guerre, en gros, donc moi je suis quand même nettement après la guerre, mais en gros après la guerre, on est rentré dans l'explosion de la société de consommation, et c'est ça dont on sait quand même, c'est quand même la société de consommation qui est à l'origine d'une grande partie de nos déboires, on va dire. On n'a pas de temps à perdre à se battre les uns contre les autres. Toute notre énergie, il faut la mettre pour se battre ensemble vers les objectifs qui permettent de garder une terre habitable. Parce que ça, c'est pas gagné. Et là, vous utilisez quand même la sémantique de la lutte, du combat, comme si vraiment il faut vraiment y aller. Et ça, on est tous d'accord là-dessus. Est-ce que du coup, des assos comme Bloom avec Claire Nouvian, ou alors avec un peu plus de militantisme, les Amis de la Terre, on parle même avec Dernière Rénovation, etc. C'est des actions qui aujourd'hui doivent prendre plus de place pour essayer de faire un peu plus ployer le politique là où ça se décide en tout cas. Alors, je pense que c'est la combinaison dans un combat comme ça. Si on veut le gagner, il y a une combinaison de méthodes. Il n'y a pas une bonne méthode et une mauvaise méthode. Donc, il faut des actions spectaculaires, il faut des actions médiatiques, parce que ça porte un message et que voilà. Mais si derrière il n'y a pas le truc qui est un peu plus besogneux et qui est moins médiatique, ça je suis d'accord, mais qui est de fabriquer la mécanique pour faire autrement, ça sert à rien. Donc, il faut les deux. Après, chacun, en fonction de ce qu'il est, en fonction de de comment il se conçoit dans la société, va être plus d'un côté ou d'un autre, globalement. Mais même quelqu'un comme Claire Nouvian, elle est aussi beaucoup à Bruxelles avec ses dossiers, en train de faire les trucs besogneux dans les couloirs de l'Assemblée. Elle fait pas que des actions spectaculaires. Donc il y a, voilà. L'action spectaculaire, moi, je trouve que c'est une bonne arme et je la soutiens tout à fait. La seule chose, évidemment, que je soutiendrais pas, ce serait une atteinte aux personnes, parce que là, je pense que en plus, c'est contre-productif. Après, oui, faire une manif un peu risquée, ça me fait pas peur, hein. Je l'ai fait aussi quand j'étais gamine pour d'autres combats à l'époque, puisque moi, je suis quand même de l'époque où c'était plus le combat social et surtout le combat internationaliste qui était sur le dessus du panier, quoi. Mais donc voilà. Donc je pense que là aussi, arrêtons, je vous en supplie, d'essayer de se battre les uns contre les autres en disant toi t'es plus vertueux que toi et toi t'es un inconscient et toi t'es un réformiste et toi t'es un traître et toi t'es machin. Mais quelle perte de temps. On veut tous aller au même endroit. On a des méthodes un peu différentes ou on dose les méthodes de manière différente. Aucun problème. Aucun problème. Moi j'ai respect total pour les gens qui font pas comme moi. Parce que je sais que ils sont réglo avec ce à quoi on veut aboutir ensemble. Et j'espère qu'ils ont le même raisonnement sur moi. Je fais pas comme eux, mais je fais aussi. Je fais un côté une case qu'il faut remplir. Donc voilà. Donc aujourd'hui ou demain, votre place, vous la voyez où et comment? Ah ben moi je continue à faire ce que je fais, c'est-à-dire que donc aux côtés du WWF bien sûr, mais aussi dans d'autres organisations. Je parlais tout à l'heure du Conseil des Terres Australes. Ben c'est vrai que le fait de m'impliquer pour que ce territoire reste ce qu'il est encore aujourd'hui, territoire de biodiversité exceptionnelle, sentinelle du climat, etc. Oui, ça se fait. Faut se battre. Alors faut se battre dans des réunions. C'est pas très glamour. Les gens qui disent on va suivre une journée d'Isabelle Autissier, je leur dis vous allez vous faire chier parce que je suis devant mon ordinateur et le téléphone toute la journée. Donc c'est pas très glamour. Bon, mais voilà, il faut. Moi, je fais énormément de réunions publiques, je fais beaucoup de réunions avec les entreprises, je fais voilà, je porte une parole dans les médias aussi, bien sûr. Donc c'est mon créneau, c'est ce que je sais à peu près faire, je pense. Que quand je le fais, je suis à peu près convaincante. Enfin, en tout cas, ça a l'air. Après, ce qu'ils en font, c'est autre chose. Mais voilà. Vous êtes une femme d'action, vous avez œuvré toute votre vie. Où est-ce que vous avez puisé cette énergie? Où est-ce que vous la puisez encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous guide au quotidien? Je sais pas où je la puise. J'ai toujours été fabriquée comme ça. Donc,
Oui, j'ai toujours préféré faire que de regarder les autres faire ou de rêver de faire. J'ai toujours su que c'était des choix et j'ai toujours assumé ces choix. Ça, je pense que c'est important. Le choix de travailler énormément. J'ai travaillé toute ma vie 15 heures par jour, samedi, dimanche compris. Là, je suis censée être à la retraite. Je passe ma vie au bureau. Bon, c'est des trucs qui me plaisent, hein, bien sûr. Mais voilà. Donc ça, c'est un choix. C'est des choix de vie personnelle, c'est des choix d'investissement. Voilà. Donc ça, moi, je l'ai toujours assumé. De me dire, je veux faire ça, ça a un coût. Ça a un coût personnel. C'est pas comme ça, tout d'un coup, allez hop. Bon. Mais c'est ça qui donne de la valeur aussi. C'est ça qui donne du poids aux choses. C'est parce que j'investis et parce que je fais des choix que cette chose-là, elle m'importe. Parce que je me suis battu pour, quoi. Et après, au quotidien, moi, je fonctionne beaucoup au bonheur quand même. Je suis pas maso et déjà, il y a des gens qui vous disent, par exemple, la course au large, ça doit être dur. Bah oui, d'accord, c'est dur, mais c'est 98% de bonheur. Sinon, je le ferais pas. Alors, il y a 2% d'emmerde. C'est pas beaucoup, hein, dans la vie, 2% d'emmerde. Qui peuvent être des gros emmerdes, mais bon. Donc voilà, c'est vrai que comme tout le monde, des fois, je me réveille la nuit. Et comme tout le monde, quand on se réveille la nuit, on n'a pas on n'est pas très positif. Et là, je me dis, waouh. Là, je me dis, ouf. Ça va pas le faire, quoi. On va vraiment dans le mur. Donc je peux être un peu, oui, parfois avoir un peu des coups de blues, quoi, hein, atteinte de solastalgie, comme on dit maintenant. Et puis le matin, je me dis, mais voilà, une nouvelle journée pour faire quelque chose, quoi. C'est-à-dire que tant que je suis pas morte, je suis encore vivante, et tant que je suis encore vivante, moi, je pense pas qu'il y ait grand-chose après la mort. Donc je me dis que c'est le moment que je vis maintenant qui est important. Et le moment que je vis maintenant, je le remplis des choses qui m'importent. D'abord, vous savez, c'est l'histoire de quand vous voulez remplir une bouteille, mettez d'abord les gros cailloux, après les petits cailloux, après le sable. Donc j'essaye de faire ça. C'est pas toujours évident, mais j'essaye de faire ça. J'essaye de faire les choses qui m'importent. Et du coup, ça me fait du bonheur. Parce que je suis réglo avec moi-même, parce que je fais des choses avec des gens que je découvre, que je suis en interaction avec plein de gens, plein de choses, et donc c'est sympa. Et donc à la fin de la journée, en général, je me dis que j'ai passé une bonne journée, que j'ai fait des choses, bon, j'ai fait petites choses, hein, jour par jour, mais voilà, je serais très malheureuse de pas faire. On n'est jamais sûr que ce qu'on fait c'est bien, mais au moins on essaye. C'est comme ce que je disais tout à l'heure pour boucler quand j'ai décidé de faire le tour du monde. J'étais pas sûre que ça marche, mais si je mettais pas toute mon énergie dans la balance, j'étais sûre que ça marcherait pas. Et le fait de mettre toute son énergie dans la balance, c'est hyper constructif. On vit, on fait, on pense, on agit, on est en interaction avec les sociétés humaines, avec les autres, et tout ça est bien, tout ça est agréable. Ce qui serait désagréable, c'est de m'asseoir dans le canapé et de me mettre à pleurer. Ça, ce serait super désagréable. Donc tout ce bonheur, finalement, n'exclut pas les doutes et n'exclut pas non plus les échecs. Est-ce que vous pourriez nous raconter aussi les échecs, comment vous les voyez, et même par Oui, exemple... bien sûr. Heureusement que ça n'exclut pas les échecs, parce que heureusement qu'on doute toujours un peu. Alors, il faut pas que le doute vous stérilise, mais c'est bien de se poser des questions un peu en permanence. Voilà, est-ce que je fais des choix en permanence? Voilà, on peut douter, on peut s'appuyer sur les autres aussi parfois. Un peu, ça fait partie. Les échecs, évidemment, tout réussit pas. Sinon, s'il y avait une méthode pour tout réussir, ça fait longtemps qu'on la connaîtrait. Donc il y a des trucs qui ont pas marché. J'ai fait 15 ans de course au large, j'ai participé à 4 tours du monde, j'aurais rêvé d'en gagner un. Je n'ai jamais gagné un. J'ai gagné des étapes. J'ai jamais gagné un tour du monde. On peut dire que c'est un échec, de certaine forme. Hein, Mais finalement, le chemin, quand je regarde ce que j'ai fait pendant ces 15 ans, le chemin a été tellement génial que il a énormément amoindri finalement le fait de pas avoir gagné. Si j'avais gagné, alors j'aurais été encore plus médiatique, j'aurais peut-être eu des gros contrats avec des sponsors, j'aurais peut-être je sais pas quoi, eu des médailles de partout, et encore que j'en ai déjà pas mal, mais voilà. Ça aurait un peu changé ma vie, mais peut-être pas de manière fondamentale. Donc
Donc voilà. Et puis surtout, je me dis que j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Moi, Isabelle Le Tissier, avec tout ce que je suis, avec tout ce que je sais, avec tout mon petit cœur, avec tout mon petit cerveau et mes petits muscles. Et voilà. Et je suis arrivée là. Et je suis pas arrivée sur la marche d'en haut. Si moi, je me dis que j'ai fait tout ce que je pouvais faire, je suis en paix, je suis tranquille. Euh, il me manquait peut-être des cases, il y a peut-être des choses que voilà, oui, mais je suis pas Superwoman non plus, quoi. Donc oui, j'ai fait des choses, j'ai peut-être pas toujours tout fait. Il y a des projets qui n'ont pas marché, puis alors après, c'est toujours la même histoire, c'est des rebondissements. Quand au début des années 2000, donc on avait inventé avec une bande de copains d'ici de faire connaître l'Antarctique, parce qu'on était tous un peu des amoureux de ce coin-là, et donc on avait imaginé de faire des grandes expéditions avec un cargo, avec des scientifiques, des gens du milieu de la culture, alors aussi bien des écrivains, des musiciens, pourquoi pas des danseurs, des trucs, enfin, tout un machin, pour aller en Antarctique, faire travailler tout le monde, comme voilà, un beau projet. On a bossé 2 ans comme des chiens là-dessus, et on n'a pas trouvé assez de fric. Bon, donc au bout de 2 ans, bah stop quoi, hein, sauf que dans la petite bande qu'on était, moi j'ai fini par acheter un petit bateau et à ma mesure à moi, j'ai fait la même chose avec mon petit bateau. Il y a un autre mec qui a fini par se faire embaucher au CNRS comme ingénieur de recherche et à s'occuper de Tara et de tous les grands voiliers du point de vue de la recherche scientifique. Il y en a une autre qui du coup a posé sa candidature comme chef de base en Antarctique et qui est partie chef de base en Antarctique, aux terres australes. Il y en a d'autres qui sont allés faire des expés sur le Yellow Sur, le grand glacier du Chili. Donc finalement, plus ou moins tous, on a transformé cette énergie et toute cette histoire et cette connaissance qu'on avait acquise et ces contacts qu'on avait acquis et cette volonté qu'on avait, on l'a retricoté autrement. Et ça a donné quand même lieu à des choses qu'on n'aurait sûrement pas fait. Ou en tout cas sûrement pas comme ça. Donc voilà. Donc oui, ce projet, il a merdé. C'était une belle histoire, mais ça n'a jamais eu lieu. Mais il y a plein de petites histoires quand sont nées quelque part. Donc bon. C'est pas si mal. Bah oui, en tout cas pour moi, ce que j'ai fait avec ce bateau-là, c'était génial et peut-être que je l'aurais fait après, hein, je sais pas, mais du coup c'est vrai que j'ai eu envie de le faire. Voilà, j'ai eu cette idée d'avoir des non-marins à bord, etc., qui était une idée directement issue de ce projet, pourquoi pas l'Antarctique. Pourquoi vous tenez autant à amener avec vous des scientifiques, ça on peut peut-être le comprendre, mais aussi des artistes, des gens issus de la culture? Oui, ou des, je suis partie souvent aussi avec des alpinistes, bah parce que je trouve que c'est très riche d'être avec des gens qui sont pas comme vous, c'est bien. De voir quels sont leurs projets, leurs idées, c'est toujours super. On a des super discussions dans le carré tous les soirs. Que c'est aussi là aussi ma façon à moi de participer à la construction de la société d'une manière générale, hein, ma petite pierre dans le grand mur, que de pouvoir proposer à des gens qui ont des projets dans des endroits qui sont inaccessibles autrement qu'en voilier, c'est-à-dire des endroits, voilà, il n'y a pas d'autre moyen d'y aller qu'en bateau. Et le voilier, évidemment, est un bon moyen parce que c'est un moyen pas intrusif et un moyen où on peut rester longtemps. Enfin bon, voilà. Donc c'est mon moyen à moi. Et puis parce que oui, ça a un côté quand même assez excitant de monter des projets avec des gens, de se dire ah tiens, on pourrait aller là, on pourrait faire ça. Ah puis oui, puis moi j'aimerais bien et tout. Ah bah tiens, attends, on va s'arranger. Enfin voilà, cette co-construction, elle est quand même vraiment sympa. C'est pareil, ça marche pas tous les ans. Il y a des années où il se passe plus ou moins de choses. Il y a eu des années très fortes. Il y a eu des années où on a fait un peu les choses, mais ça n'a pas été aussi emblématique. Bon, mais c'est pas grave, quoi. C'est de toute façon toujours très bien, quoi. De toute façon, le projet de naviguer, parce que je me bats un tout petit peu contre l'idée que maintenant, quand on part en mer pour faire un grand voyage, il y a une espèce d'obligation morale, soit à faire un truc pour les petits-enfants, soit à faire un truc pour la science. Ah, c'est devenu la tarte à la crème. Et le nombre de gens qui m'envoient des dossiers en me disant « Ah, mais je voudrais partir faire ci, faire ça, qu'est-ce que je pourrais faire pour la science ?» Je leur dis « Rien. »
Parce que, si vous voulez faire quelque chose pour la science, il faut pas faire d'abord votre programme. Il faut savoir ce que la science a besoin que vous fassiez et que vous alliez. Donc, faites attention. On fait pas de la science comme ça. C'est pas parce que vous allez ramener 3 verres d'eau que vous aurez œuvré pour la science. Donc, il y a des choses qui sont possibles à faire, mais ça, c'est de la co-construction. Donc, c'est pareil. Bon, les programmes avec les petits enfants, alors on envoie des messages internet, des photos. Bon, c'est très bien, c'est sympa. Hein, enfin bon, moi, j'ai pas besoin de justification pour aller naviguer. Je navigue parce que j'ai envie de naviguer. Point barre. Et donc, de toute façon, j'adore ce côté co-construction et j'ai fait des voyages merveilleux avec des gens. Mais si j'ai envie de prendre mon bateau avec une paire de copains et d'aller naviguer, je serai aussi heureuse. Dire que je n'attends pas après un projet. J'aime bien faire ces projets-là. Ça me porte, ça m'amène quelque chose, ça enrichit la navigation. Mais le fond de la navigation, c'est d'être en mer. Donc moi, je navigue pour être en mer. Tout à l'heure, vous nous disiez que votre rêve d'enfant, c'était de faire ce tour du monde à la voile. Aujourd'hui, si vous deviez avoir un rêve maintenant qui vous guide, quel est-il? Alors, est-ce que c'est parce que j'ai vieilli? Je vois plus les choses comme ça. Je suis pas guidée par comme ça un rêve d'un endroit. C'est à la fois plus, peut-être c'est aussi le résultat de mon parcours de vie, plus multiple. C'est-à-dire que je peux aussi bien rêver de faire un super bouquin que une super navigation, d'aller dans un endroit que je connais pas, ou d'avoir un gros succès environnemental avec ma fondation. Je crois que, comment dire ça? Je suis passée au-dessus de ça. Et j'y suis passée à la fin de mon premier tour du monde. Et je m'en suis aperçue à ce moment-là. Le jour où j'ai revu, donc, le tour du monde finissait à Newport, dans le Rhode Island, qui était donc le port dont on était parti quelques mois avant. Et quand j'ai vu arriver la côte, il y a un truc qui m'a traversé la tête. Et je me suis dit, maintenant, le reste, c'est du bonus. Ça, c'était le truc que je rêvais quand j'avais 8 ans. Job is done. Point barre. Expression que j'envoie souvent. C'est quelque chose que personne m'enlèvera jamais. Quel que soit mon parcours après. Je rêvais de le faire, je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pour les autres, et voilà. Et donc, à partir de là, d'abord, ça vous donne une confiance absolument inébranlable. J'avais déjà, je pense, beaucoup confiance en moi, mais alors là, donc ça vous permet justement de vous gaufrer, il n'y a aucun problème, c'est complètement accessoire. Et ça vous évite justement de vous accrocher à une chose. Puisque au fond, j'ai fait cette chose. Et que maintenant, voilà, ce que dit tout le reste, c'est du bonus. C'est-à-dire tout le reste, c'est tout. Et enfin, pas n'importe quoi, parce qu'il faut pas faire n'importe quoi. Mais c'est toutes les directions. Je m'interdis rien. J'avais jamais fait de radio, j'ai fait de la radio. J'avais jamais écrit, j'ai écrit. J'avais jamais fait de spectacle, j'ai fait du spectacle. J'avais jamais été présidente d'une ONG, j'ai été présidente d'une ONG. Et puis peut-être d'autres choses que j'ignore encore. Et donc voilà. Donc maintenant, je fonctionne beaucoup comme ça. Alors on fait pas tout en même temps. Qu'à un moment donné, il faut un peu quand même organiser les choses pour que ça reste vivable et qu'on soit à peu près efficace dans ce qu'on fait. Mais moi, j'ai toujours les antennes déployées, toujours depuis ce temps-là. Et j'ai toujours attrapé au vol des idées, des gens, voilà. Et puis tac tac. Après, je me les suis appropriées et j'en ai fait ma petite sauce à moi, quoi. Et voilà. Donc c'est pas tout à fait, voilà. C'est pas que je peux pas dire que j'ai un rêve aujourd'hui. Je peux en avoir plein. Est-ce qu'il y a une rencontre ou plusieurs rencontres qui vous ont marqué et dont vous voudriez nous faire part? J'ai pas l'impression de fonctionner beaucoup comme ça. Parce que quand je parle oui, des rencontres, oui, il y en a eu plein qui m'ont
permis d'accéder à des domaines. Voilà, si ce copain musicien n'était pas venu me chercher, j'aurais pas fait de scène comme ça. Si à l'époque le patron de France Inter, on s'était pas croisé dans les couloirs, on avait papoté, il serait pas venu me chercher pour faire des émissions. Si voilà. Mais je sais pas si je me méfie des modèles, mais voilà, les modèles pour moi c'est quelque chose qui doit rester un peu théorique. C'est-à-dire, je vais pas chercher à refaire ce que quelqu'un a fait. Chacun a son histoire, son époque, voilà. Donc, je serai jamais Nelson Mandela, je serai jamais la Maillard, je serai jamais, je sais pas qui, on peut en trouver plein. Je suis moi. Oui, il peut y avoir des gens qui sont un peu inspirants, qu'on les rencontre réellement ou qu'on les rencontre pas d'ailleurs. Euh, mais pour moi, ça passe pas le stade d'une inspiration un peu théorique quelque part. Donc je peux pas dire que dans ma vie, quand j'y réfléchis, il y a pas de moment où j'aurais eu un mentor par exemple, un ou une. Mais par contre, oui, il y a eu beaucoup de rencontres. Si demain, les rêveurs d'Atlas, nous, on devait rencontrer quelqu'un pour l'interroger ou l'interviewer ou simplement la rencontrer, qu'est-ce que vous nous conseilleriez? Bah, ça dépend qui vous cherchez comme genre de personnage. La personne qui vous vient à l'esprit. Bah, si vous cherchez des gens dans la sphère de l'aventure, je pense par exemple à quelqu'un comme Jean-Louis Etienne. Si vous cherchez plus dans les politiques ou les gens de la case, on va dire environnement, je pense par exemple à Alain Bougrain-Dubourg, le président de la LPO, ou Pascal Canfin, qui est beaucoup plus jeune, mais qui fait aussi un super job, qui a été d'ailleurs à un moment donné directeur général du WWF. Vous pouvez aussi aller voir Zelensky, si vous arrivez à le voir. Mais enfin voilà, il y a des gens quand vous regardez par exemple la vie de Zelensky, c'est quand même dément, quoi. Ce mec qui faisait des blagues, des vieilles gauloiseries un peu lourdingues dans des émissions de télé pourries et qui finit par se battre contre la première puissance nucléaire au monde. C'est quand même un parcours un peu spécial, quoi. Donc moi je trouve que c'est intéressant, ces gens-là, des gens qui évoluent, qui rebondissent, qui prennent de l'ampleur aussi. Bon, évidemment lui c'est très particulier, mais non, il y a quand même il y a beaucoup de gens. Voilà, vous pouvez dans la série plus écriture, mais aussi engagement, quelqu'un comme Eric Orsena, avec qui j'ai coécrit. Enfin voilà, il y a quand même, heureusement, il y a quand même beaucoup de gens. Puis il y a des gens de la plus jeune génération aussi, hein, dont j'ai pas parlé, mais il y en a plein. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui allient au fond intelligence et sensibilité et engagement. Que ce soit un engagement quand on est danseur ou un engagement quand on est politique ou quand on est je sais pas quoi, quand on fait des tours du monde à la voile. Mais je trouve que voilà, c'est les trois choses qui font qu'on peut arriver à collaborer au monde d'une manière assez positive. Et encore une fois, heureusement. Et puis il y a tous les inconnus, évidemment. Et ça, il y en a à la porte à côté, quoi. Des gens qui font des super choses et puis qui font ça tranquillement, sans ameuter la terre entière. Et moi, je trouve ça super aussi. Il y a une phrase qu'on aime beaucoup avec Baptiste, d'Oscar Wilde, qui disait que vivre est la chose la plus rare du monde. La plupart des gens se contentent d'exister. Qu'est-ce que ça vous inspire? Pour moi, en tout cas, cette phrase-là, elle fait référence au fait que je me perçois comme Homo sapiens ayant une naissance et une mort, et que entre les deux, la seule chose que j'ai dans les mains, vraiment, c'est mon temps. Le reste, j'ai ou j'ai pas, mais voilà. Et donc, qu'est-ce que j'en fais? Ça, c'est des choix. Est-ce que je mets du temps pour faire ci, pour faire ça, pour être avec ma famille, pour être avec mon parti politique, pour être je sais pas quoi, et pour être aventurier dans les mers du Sud, pour être... voilà. Et donc, comment ce temps-là, comment je l'habite vraiment? Comment je le construis? Alors, c'est sûr que quand on passe la serpillière, on n'a pas vraiment l'impression d'habiter vraiment, mais en même temps, oui, ça fait partie. Ce matin, j'ai passé la serpillière, voilà. Mais c'est voilà, comment j'habite ce temps? Qu'est-ce que je mets dedans? Qu'est-ce que je mets de moi? Comment ce temps me permet de m'exprimer, me permet
sortir des choses de ce que je pense avoir à l'intérieur de moi pour les socialiser, puisque Homo sapiens c'est une espèce sociale avant tout, et comment j'en reçois des autres. Voilà, quelle trajectoire je construis avec cette chose qu'est le temps, en sachant qu'effectivement chaque minute compte. Parce que je sais pas quand est-ce que je vais mourir, mais je suis sûre que je vais mourir, et vous aussi. Donc entre les deux, j'aurais fait quoi? Et le quoi, pour moi, c'est deux choses. C'est un, comment je réussis à m'exprimer. Quand je dis exprimer, c'est de toutes les manières possibles et imaginables. Et deux, comment je participe à la construction de la société humaine dans laquelle je vis et qui me fait vivre. C'est les deux seules choses, à mon avis, les plus intéressantes que je peux faire de mon temps. Ça touche à la question de la mort au final. Comment est-ce que vous vous situez par rapport moi, à ça se rapproche par rapport à vous. Enfin, je sais pas, vous pouvez avoir un accident en sortant d'ici, mais oui, ça va finir. Ça, c'est un peu dommage. Hein. On a tous ce sentiment. Encore 5 minutes, monsieur le bourreau. Et en même temps, c'est quand même la seule chose qui donne du prix à la vie. Et moi, les transhumanistes qui me disent qu'ils veulent vaincre la mort, mais quelle horreur! Quelle horreur! D'abord parce que je sais pas ce qu'on fera de tous les gens s'ils meurent plus. Et puis à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus rien n'a d'importance, puisque de toute façon, dans 10 ans, dans 1000 ans, je pourrais le refaire. Donc c'est vrai que c'est une sorte de déchirement intime de se dire qu'on va mourir, surtout quand on a une vie qui est relativement agréable. Hein, ça, je veux pas le cacher. Qu'on a des gens qu'on aime, que tout ça, que donc oui. Mais je pense que c'est la force de l'homme d'être justement capable d'anticiper là-dessus. À un moment donné, il faut l'accepter. Moi, j'ai beaucoup appris de mes grands-parents et de mes parents que j'ai vu mourir les uns après les autres. Et à chaque fois, j'ai senti qu'à un moment donné, ils disaient c'est bon, voilà. Là aussi, j'ai fait le job. Enfin, j'ai habité ma vie. J'ai été, je me souviens de ma grand-mère, je l'emmène, elle était quand même déjà assez âgée, je l'emmène refaire sa carte d'identité et elle me dit, bon, ça va être la dernière, hein. Mais elle dit ça d'un petit ton de voix très tranquille, du genre, bon, voilà, quoi. Bon, ça a encore duré 5 ou 10 ans, mais enfin, voilà, quoi. Et je pense qu'il faut qu'on arrive tous et évidemment, l'âge aide à ça, parce qu'évidemment, c'est insupportable de mourir à 20 ans. Mourir à 90 ans, c'est nettement plus envisageable, surtout quand il commence à y avoir des problèmes de santé, mais même en dehors de ça, voilà, il y a eu un parcours, et ce qui va donner du prix à ce parcours, c'est que ça s'arrête. Donc faut l'accepter, même si oui, ça fait un peu peur, ça c'est pas très enthousiasmant, bien sûr, mais voilà. Surtout quand voilà, encore les gens qui pensent que derrière il y aura 12 000 vierges ou je sais pas quoi, ou paradis terrestre, évidemment, c'est une autre façon de voir la vie. Mais moi, je crois pas du tout à ça. Donc je pense que ça va s'arrêter. Mais bon. Isabelle, merci pour nous avoir accueillis et puis aussi merci pour cet échange et ce moment. Merci à vous deux. Bonne continuation. Merci beaucoup. Et voilà, c'est ainsi que notre échange s'achève. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à l'enregistrer. On sera ravis de lire vos retours ou questions sur l'adresse rêveur.atlas@gmail.com. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez bien sûr le partager et poursuivre la réflexion. N'oubliez pas de vous abonner au podcast des Rêveurs de l'Atlas et à nous suivre sur Instagram. Et surtout, merci. Merci infiniment pour votre écoute.